Allons-y, démarrons par Lille, parce qu'effectivement, c'est un match avec un scénario fou. Donc 4-3, inattendu, hein, parce qu'on s'attendait, nous, quand on le voyait, ce match-là, à un match déséquilibré. Tu dis le football grec, bon, c'est pas. Ouais, le match fou dont tu parles, le match spectaculaire dont tu parles, les émotions qu'on voit, parce qu'effectivement, on a passé une bonne soirée, soirée en termes de spectacle, alors que tu peux légitimement penser que tu vas t'emmerder dans un jeudi comme ça, quand tu vois Lille jouer contre une équipe grecque, quand tu vois Strasbourg jouer contre une équipe polonaise que personne ne connaît, quand tu vois les Lyon-Bâle, c'était peut-être l'affiche qui ressemblait le plus à quelque chose, tu vois. Bon. C'était pas Jojo, hein. Ouais. D'ailleurs. Mais le match que tu vois ce soir, ce 4-3 qui est spectaculaire, où à la fin, c'est vrai, t'es pris, t'es là, t'es chaud devant la télé, tu dis, imagine s'ils arrivent à le faire, s'ils arrivent à retourner le match. Mais tout ça n'a été rendu possible que par la médiocrité des Lillois pendant une grande partie du match. Et quand je parlais 3-0. Hein. Quand je parlais de mauvaise soirée, une grande qualité surprenante de leur adversaire, hein, parce que moi je ne m'attendais pas à ce niveau-là. Je pense qu'il y a une phase de possession, par exemple, juste sur leur deuxième but, je crois, de 1 minute 10 avant. Je regardais la phase en me disant, je sais pas comment ça va se terminer. Je trouve que, je vais te dire, Daniel, pourquoi je dis ça. Je pense que je l'ai déjà dit pour un autre match en Ligue Europa ces dernières semaines. Il y a encore eu un peu de complexe de supériorité des Français. C'est pour ça que j'ai parlé de mauvaise gestion, parce que je pense que aussi bien Strasbourg que Lille se sont dit, bon, c'est un peu peinard, parce qu'on est pas mal en ce moment, et c'est vrai qu'on est plutôt pas mal, ça fait des bons matchs, ce sont des équipes qui jouent, elles ont en face clairement des équipes inférieures et elles les ont certainement pris de haut. Maintenant, une fois qu'on va un peu taper sur nos clubs français et dire ils les ont pris de haut, et on aura raison de le faire, parce que oui, dans une grande partie du match, dans l'approche même du match, Strasbourg et Lille, il y a un vrai parallèle. On se réveille trop tard, on met la pression trop tard, on fait rentrer les bons joueurs trop tard. Mais après, c'est ce que je disais sur le point 3. Derrière, on relativisera, parce qu'au fond, après, tu regardes ce grand classement avec cette tonne d'équipes. Là, je ne sais même plus combien il y en a, là, tellement. 36. 36. Et tu sais très bien que tu vas passer. Tu vois que la Roma a perdu. Tu vois que Crystal Palace a perdu. Tu vois qu'il y a pas mal d'équipes qui ont joué contre des vrais moins forts, qui ont perdu. Parce que c'est de la gestion à grande échelle. Et c'est ce que je me suis dit pendant le match de Strasbourg, par exemple. Est-ce que Lille ce soir est juste à 6 points, juste à 3 points, juste à 3 points du premier. Oui, ils ont 6 points. Voilà, ils sont 11e. La question, tu peux la poser aussi bien pour Lille que pour Strasbourg. C'est les deux matchs qui m'ont globalement le plus intéressé dans ce que j'appelais la mauvaise gestion. Qu'est-ce que tu fais si tu es Strasbourg ? Tu as tes deux, mon duo magique du moment, puisque je les kiffe tous les deux, là, Barco et Panicelli. Tu les mets d'entrée, tu gagnes le match et tu fais tourner, ou tu te dis, en face, c'est des pompes. On va commencer tranquille, et puis si on a besoin d'eux, on les fera rentrer. Bon, visiblement, c'est le choix d'eux qui a primé dans la tête de Rosénior. Ce qui est logique, parce que ça s'est mal passé. Parce que si tu t'en sors pas mal dès le début, tu les fais pas entrer. Exactement. Donc moi, je trouve que c'est un choix logique. Surtout pour Strasbourg. Pour Lille, en Ligue Europa, t'es un cran au-dessus. Oui, t'es un cran au-dessus, mais tu joues le pas haut. Comme tu dis, c'est une équipe où il va y avoir 3-4 bons manieurs de ballon. Si tu les laisses jouer et si tu leur laisses un petit peu de place pour s'organiser, ils vont être capables de faire des belles séquences de jeu, mais tu leur rentres un petit peu de deux, tu joues à tout niveau, ils n'existent plus. Le PAOK Salonique, c'est vraiment, ça a toujours été historiquement, c'est faible, quoi, le PAOK Salonique. On n'est pas en train de parler même des meilleures équipes grecques, tu vois. Bon, tu as été médiocre pendant une grande partie du match, tu te réveilles tard. Là, en revanche, quant à savoir s'il fallait faire, je sais pas, s'il fallait mettre tout de suite une bonne équipe, moi je trouve que c'est normal que Genesio ait fait beaucoup tourner. Est-ce que les mecs qui ont démarré ont réellement montré qu'ils devaient être titulaires ? Je ne le crois pas. Il y a eu beaucoup de nonchalance, il y a eu beaucoup d'approximations, on les a beaucoup regardés jouer. Après, le bilan il est mauvais, le bilan il est mauvais aussi bien pour Strasbourg que pour Lille, mais c'est parce qu'ils n'ont pas affronté ce match comme ils auraient dû l'affronter. Sur Lille, sur Lille, pour revenir à ce match-là qui est effectivement fou. Alors moi je mets quand même en valeur parce que j'ai été très surpris par des joueurs comme Constant Elias, qui à mon avis a un niveau supérieur à celui du championnat grec et du PAOK Salonique. Il y a quand même des joueurs très forts, mais bon ça c'est un autre point. Sur la compo de Lille et sur les choix qui ont été faits. Quitte à ne pas mettre Giroud, évidemment, sur 90 minutes, je le mettrais plutôt au début d'un match et je le sortirais plutôt que je le fais entrer. Il me semble qu'il gamane en impact player, même s'il était bon d'ailleurs aujourd'hui, plutôt bon. Voilà, bon, ça, c'est une possibilité. Après, ce qui m'inquiète plus côté lillois quand tu as la compo,
et je vais même aller jusqu'au gardien, c'est la défense et le gardien. Parce que moi, Mandy, je suis désolé, quand l'an dernier, tu avais, comment il s'appelle, celui qui est absent, là, le Brésilien, Alexandro qui est blessé à l'heure actuelle, et tu avais Diakité, il faut savoir que tu avais ça quand même à un moment donné. Et là, tu pars avec Mandy en charnière centrale. Moi, j'ai trouvé que la défense était vraiment faible. Et le gardien Ozer qui arrête les pénaux. Non mais moi, sur les frappes lointaines, sur les buts, il est, à mon avis, il ne sort jamais. Et il prend tous ses buts petits côtés. Franchement, il est pas bon ce gardien. Non, mais en fait, ce gardien, ils l'ont pris pour le cas où. Alors, ok, il arrête des pénaux. Il y a une séance de pénaux. Non, mais bon, pour le reste, les pénaux, t'as rappelé. Il y en a 18 meilleurs que lui en Ligue 1. Tu as rappelé l'autre jour que les pénaux qu'il avait arrêtés, en plus, c'était lié à des fautes qu'il faisait lui en plus. Mais peu importe. Mais je veux dire, ça fait beaucoup parce que je pense que. Comme dit Daniel, peu importe le résultat du soir par rapport au classement. Moi, je me projette plutôt sur la saison lilloise, puisqu'on en faisait d'ailleurs en début de saison, nous, enfin en tout cas dans l'after, une équipe qui pouvait aller faire quelque chose en Coupe d'Europe et aller jouer le podium en Ligue 1. Sur les intentions de jeu, sur ce que fait Genesio, on est plutôt favorable. En revanche, sur la qualité individuelle de certains joueurs cette année, là, il y a des questions à se poser. Parce que si tu fais de la rotation comme veut le faire Genesio, il faut que tu sois plus sûr de toi. Là, derrière, c'est pas possible. Tu ne peux pas voyager loin. C'est pour ça que moi, je suis pas inquiet comme toi, parce que tu as une gestion au long cours sur ce championnat à 36. Mais en revanche, sur la rotation qui va être nécessaire pour un Lille qui va jouer à la fois le championnat et la Coupe d'Europe. Il vaut mieux qu'il le fasse maintenant. Alors. Oui, mais moi, je pense à des problèmes individuels. Je pense que le gardien est insuffisant. Je pense que Mandy est insuffisant. Donc ça fait beaucoup. Je pense qu'au milieu et devant, bon, s'ils réussissent sa rotation, ils ont de quoi faire. Le Ragoubert qui a joué, ça n'a pas été dingue aujourd'hui. Mais tu vois, par exemple, Mandy. C'est un joueur qui, l'année dernière, quand il est arrivé, je lui dis, c'est vraiment pour une rotation dans un petit match. Mais depuis le début de la saison, alors que j'ai un avis qui n'est pas méga favorable sur ce joueur, depuis le début de la saison, quand il a joué, il n'était pas si mal que ça. Au tel point que je me suis dit, tiens, d'où il revient. Mais t'es pas dans le money time. Non, bien sûr. Mais tu sais, quand on va monter. Non, mais pour ce match-là, quand je le vois au début, mais je il prend 4 buts. Ok. Ngoy, quand il a joué, on s'est dit, waouh, jeune joueur. Pas mal, il arrive dans le groupe et tout. Il avait montré des choses plutôt intéressantes. Après, je ne vais pas te dire que ce soir, ils ont été bons, c'est pas vrai. 4 buts, des occasions et un pénalty arrêté. Okay. Non, mais c'est énorme quand même. Mais qu'au départ du match, je m'inquiète parce que je les vois, pas trop. Le milieu, je me pose un petit peu plus de questions. Mais il y a des joueurs, vraiment, leur niveau de performance ce soir, non pas par rapport à ce qu'ils ont montré avant, mais leur niveau ce soir m'a déplu. Donc, effectivement, je remets dedans Mandy, Ngoy, les défenseurs, alors que je ne les ai pas trouvés bidons quand je les ai vus depuis le mois d'août. Sahraoui, ça faisait un petit moment. Moi, je l'ai beaucoup aimé quand on l'a découvert l'année dernière. Là, il a l'air un petit peu moins actif, un peu moins présent. Là, il a une occasion d'être titulaire. Je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Correa, c'est pareil. Moi, depuis le début de la saison, à chaque fois que je le vois... T'es parti de faire une évaluation, là. On parlait des joueurs, de l'éventuelle rotation que tu peux avoir. C'est plus sur les individualités, la réponse qu'ils ont donnée à leur coach que j'ai trouvé certains joueurs assez décevants. Plus que sur l'ensemble et l'inquiétude que je pourrais avoir par rapport c'est pour ça que, Daniel, au groupe. Alors, il faut qu'on fasse une pause. Non, mais juste pour terminer sur la rotation, Genesio, je l'ai souvent raconté ici, quand il avait fait la même chose avec Rennes, il s'en était plutôt bien sorti. Alors que tout le monde doutait de ses équipes, on va dire B. Là, c'est vrai que tu as un doute parce que tu te dis tu vas pas pouvoir faire tourner autant les prochaines fois, sachant quand même que les rentrants, c'est Meunier, Mbemba, Boadi, Giroud, Haraldson. Clairement, tu as trop de bons mecs sur le banc pour un match qu'ils ont pris en gros par-dessus la jambe. En tout cas, ils ont pensé que l'adversaire était ils avaient un fort. bonus en allant gagner à Rome, ils l'ont grillé ce soir. Dans un instant, Guillaume, au 32-16, on continue le débat autour de Lille. On va aussi parler d'Olivier Létang. On attend les premières réactions, bien sûr. Ensuite, il y aura Nice au programme, il y aura Lyon, il y aura Strasbourg. Et il y aura la Ligue 1 qui revient dès demain. Et oui, grosse semaine de football, gros week-end également à venir. Vous aurez toutes les infos du week-end dans l'after tout à l'heure. À tout de suite. RMC jusqu'à minuit 30. L'after foot. RMC jusqu'à minuit 30, l'after foot. Gilbert Bribois. Il est 23h21. Daniel Riolo est là, Florent Gautreau également. Lille au programme pour le moment. On analyse cette soirée un peu folle d'Europa League pour les clubs français. Guillaume est avec nous au 32-16. Salut Guillaume. Oui, salut la Dream Team de l'after. Ça va Guillaume? C'est la première fois dans l'after? Bof. Ouais, première, ouais. Bah écoute, tu es le bienvenu, t'es chez toi. Merci.
Moi, ça fait 15 ans que j'écoute l'After. Je pense qu'en les 13 dernières années, j'ai jamais raté un épisode de l'After. Wow. Donc, T'as commencé à quel âge ? de vous parler à tous les trois. J'ai commencé, j'avais du coup 17 ans. J'en ai 32 aujourd'hui. C'est beau. J'ai grandi avec vous. Ben, merci pour ta fidélité. Par contre, je suis pas content ce soir. Ah. Je suis pas content contre Daniel et contre Jean-Louis qui nous ont bien porté la poisse. Non, c'est Florent. Non, mais je pense qu'il faisait référence à Jean-Louis en avant. début de semaine, là, qui nous ont dit on va faire toutes les victoires en Coupe d'Europe cette semaine. Le POC, ouais, c'est une petite équipe pour le. Tu pour pensais le pas LOS, ça, donc toi ? Ça va aller. Bah non, parce qu'en fait, avec mes 15 ans d'after, je sais que le jeudi soir, faut se méfier de tout le monde. C'est pas faux. Là, C'est pas faux. Vous nous avez complètement porté la poisse. Je sais pas ce que vous nous avez fait, vous êtes parti la fleur au fusil, et puis ben voilà ce que ça donne, quoi. Merci. Ouais, avec cette confiance. Bah, tu sais, je pense pas que c'est ça qui a fait que Lille a mal joué et a mal démarré son match. Tu vois, Je suis superstitieux. Je ne le crois pas. Après, si tu es superstitieux, c'est encore autre chose. Mais envisager. Et honnêtement, hein, moi, c'est ce que, maintenant que toute la semaine est terminée, envisager que le PSG gagne, oui. Envisager que Marseille gagne à Lisbonne, oui. Monaco-Tottenham, j'aurais pas dit oui. Ça aurait été quelque chose d'ailleurs, en plus, Monaco est vraiment pas passé loin pour le coup, mais j'aurais pas misé dessus. Mais que Lyon batte Bâle, que Lille batte Salonique, Strasbourg batte, comment ils s'appellent ces nouveaux amis là ? Voilà. Et ça, je misais, mais j'aurais pu mettre même lourd et pas sur Nice et au Celta. Voilà exactement quel était mon programme. Et à l'arrivée, bah écoute, oui, c'est le propre de Paris, des paris de se tromper, mais je pense que le fautif, c'est pas moi qui parie. Je pense que c'est les joueurs de Lille, c'est les joueurs de Marseille qui se sont mis dedans avec une mauvaise gestion et le coach. C'est le match de Lille, on en a parlé, on va pas revenir sur tout ce qu'on a dit. C'est eux et c'est Strasbourg qui se réveille à 20 minutes. Bon, attends, restons sur Lille, là, on va pas refaire ce qu'on a dit il y a 5 minutes. De haut son adversaire, c'est ça surtout. J'aimerais qu'on parle un peu de l'étang. Guillaume, tu as vu, évidemment, c'est un des faits du match annexe, mais enfin, Olivier Létang est toujours prompt à montrer son autorité et puis à défendre son club. Donc là, à la mi-temps, Canal+ a sous-titré ce qu'il dit, l'arbitre délégué. Il dit donc j'ai appelé Séphérine, genre, bon, il est dans l'émotion. Il dit j'ai écrit un texto à Séphérine. Ça donne pas une super image du club, je trouve. Mais moi, ce que j'ai trouvé très étonnant, c'est pourquoi il envoie un message au secrétaire. Pourquoi il appelle pas le patron ? Le patron du foot mondial, c'est son pote. Tu penses à Nasser Al-Khelaifi ? Évidemment, il a le numéro direct de Nasser. Pourquoi il appelle pas le patron plutôt que le secrétaire ? Daniel, toi, tu es tout de suite dans la dérision. Mais non, je suis pas dans la dérision. Ce que je dis est la vérité. Maintenant, c'est de la dérision de le dire comme ça. Mais la vérité, c'est que le patron du foot européen... mais comment on décrit ça ? C'est pas anecdotique. C'est un coup de pression. Mais non, mais c'est pas un coup de pression. C'est quoi ? Je te signale qu'il a été suspendu hier. Oui, un match... pour des raisons similaires, mais au plan national. Donc, c'est juste qu'à un moment... Je comprends sa colère parce que moi, 1000 fois, je donne péno, mais au final, on s'en fout de cette histoire-là. Parce qu'avant d'arriver à ce péno, il y a déjà beaucoup de problèmes. Bon, c'est vrai que ça peut quand même un petit peu changer le cours du match, hein, et qu'il a quand même le droit de le donner, ce péno à l'arbitre. Mais que derrière, lui, il vient de dire je vais écrire à Séphérine et tout. Ouais, bon, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas très glorieux de faire un truc pareil, quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre, en fait ? Moi, je trouve ça vraiment. Entre ce que j'ai entendu hier, je le disais tout à l'heure... On peut considérer qu'il défend son club et qu'il joue son rôle. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'entre ce que j'ai entendu hier après Marseille, où il y avait toutes les raisons d'analyser une erreur, puisque tu parlais de gestion, une erreur de gestion du match, un match que tu laisses filer de manière incroyable alors que tu as largement le niveau et les épaules pour l'emporter, et tu parles d'arbitrage en disant cet arbitre-là, je parle de deux arbitres, en l'occurrence cet arbitre-là n'a pas le niveau pour Ligue des Champions. Ok. Ça, j'ai presque trouvé ça pire encore. Ouais, tu vois, cet arbitre-là, que je connais d'ailleurs, n'a pas le niveau de la Ligue des Champions. C'est ça l'analyse du match, je suis pas d'accord. Et là, au milieu du match, t'as un push, t'as une notification d'actu qui te dit Olivier Létang a envoyé une lettre ou un message, peu importe, à Séphérine. Mais les gars, franchement, il faut qu'on grandisse. On veut être des bonnes équipes en Coupe d'Europe. J'ai félicité les clubs de Ligue 1 ce week-end pour le recrutement parfois, l'éclosion des jeunes, le fait de continuer à se battre, à faire du spectacle tous les week-ends. Daniel l'a dit et c'était vrai, on pouvait s'attendre dans la foulée à une belle semaine, sans parler de 100%, de belles semaines en Coupe d'Europe. Et là, nous, on est dans nos trucs où il y a polémique, on s'est fait voler, on nous en veut, on a eu le pire arbitre de trucs. Franchement, c'est pas au niveau. L'OM...
à un niveau depuis le début de la saison qui est super, on l'a dit. Ils auraient dû gagner hier ce match contre le Sporting, ils étaient plus forts, ils ont perdu le match. Lille ce soir a pris de haut son adversaire, ils ont fait un turnover et tout. Il y a 1000 raisons pour expliquer la défaite. Et nous, ce qu'on voit, c'est une réflexion sur cet arbitre n'a pas le niveau Ligue des Champions et Létang qui fait un message à la mi-temps du match à l'arbitre. Moi, franchement, on n'est pas au niveau. Alors après, sans enlever un mot à ce que tu dis, parce que je partage ton point de vue, néanmoins, la phrase qui est de dire on n'est pas au niveau, en fait, je te dis pourquoi c'est faux de dire ça, c'est parce qu'en fait, les plus grands clubs le font aussi. Mais ça, c'est la phrase de tapis. J'ai compris, ce soir, j'ai compris ce qu'il faut faire. Ouais, mais il faut qu'on sorte de ça. Quand tu vois ce que fait Daniel a raison. Quand tu vois ce que fait le Oui, Real, mais c'est pas un exemple. c'est l'étang puissance 100. Je te dis pas que c'est un exemple. C'est pas parce que le Real le fait que, et avoue qu'il y a d'autres clubs qui le font pas. Mais je suis d'accord avec toi. C'est juste de dire que il faut qu'on grandisse, machin. En fait, l'exemple qui est donné par les grandes institutions n'étant pas beaucoup mieux. Peut-être pas partout. Non, mais je sais pas. Institution, t'as raison. Quand ça arrive, t'inquiète, t'as toujours, ça se fait un petit peu partout. Non, malheureusement, c'est un sport international. Faut reconnaître, Daniel, qu'on n'entend jamais trop ce genre d'histoire sur les grands clubs anglais, les grands clubs allemands, par exemple. Le Bayern, t'entends pas trop. Ah, le Bayern un peu quand même. Le Bayern, attention, les Rummenigge, Onès et tout, quand il faut aller. Onès à l'époque. Malheureusement, je crois pas qu'il y ait des clubs qui échappent à ce genre de trucs-là. Mais bon. Non, mais tiens, pardon, mais enfin, tu vois, à un moment, il faut pas non plus. Bon, écoute, ce sport, comme il est construit avec cet arbitrage qui, malgré la VAR, n'a pas changé et qui maintient la dimension interprétation. Là, la VAR sur le péno pas sifflé, là, c'est non, parce que finalement, l'arbitre a regardé. Tu ne peux pas enlever la colère que tu as quand tu ne partages pas une décision. C'est malheureusement, si autant de gens le font, nous, on est un peu mal placés à venir donner un peu la leçon en disant oui, il faut rester calme, il faut prendre du recul. On peut le dire, on a raison de le dire. Mais néanmoins, quand pendant des années, le PSG s'est fait fourrer en Ligue des Champions et c'était objectivement insupportable à Barcelone en 2017, contre Manchester en 2019, c'était objectivement insupportable contre le Real au Bernabéu en 2022. Bon, que tu le dises sous le coup de la colère, que tu ne fasses pas en sorte d'améliorer les autres choses qu'il y avait, parce qu'il y avait pas que ça dans ces matchs-là. C'était pas l'arbitrage. Même s'il y a péno à la fin, tu vois. Non, mais je veux dire, il y a 1000 fois. Il n'y avait pas que ça dans ces matchs-là. Mais que tu ne le dises pas. Non, mais. Bon, c'est humain. Tu le dis aussi par rapport à tes supporters. Tu partages avec eux, comme tu partages la joie avec eux. C'est là où je suis pas tout à fait d'accord. Tu partages un peu ta colère parfois. Je suis pas tout à fait d'accord. Je suis d'accord. Et ensuite la parole à Guillaume. Je suis d'accord sur le fait que il y ait une sorte de colère et de frustration légitime, notamment de la part des joueurs, des supporters et même des dirigeants dans la tribune. Moi, ce que je reproche, c'est une fois que le match est terminé, que tes supporters sont en colère, que les joueurs sous le coup de l'émotion sont en colère, même en réaction d'après-match, juste après le coup de sifflet final, pourquoi pas. Moi, je demande aux dirigeants, c'est un vœu pieux, t'as raison, puisque des grands clubs, tu viens de le dire, le font. Je demande juste aux dirigeants de ne pas tomber dans ce panneau-là. Et pire, des fois, ils ne tombent pas dans ce panneau-là, ils le font, comme tu as dit, parce qu'ils savent que ça va plaire à leurs supporters. Moi, ce populisme-là me déplaît. Je dis juste que Létang, que j'aime beaucoup par ailleurs, qui fait un boulot phénoménal, on l'a déjà dit 10 fois, sur ce point précis, sur cet aspect-là, il a joué au chat et à la souris avec Benatia la saison où c'était chaud sur l'arbitrage. L'OM, on en a beaucoup parlé l'an dernier. Il joue un jeu qui, moi, à mon avis, sans faire de parallèle avec la justice et les politiques, et je t'ai entendu cette semaine en parler sur la politique et Sarkozy, je pense qu'à notre petit niveau du foot, c'est un jeu très dangereux qu'on joue en faisant ça. Moi, je pense ça. Maintenant, je suis un peu seul, effectivement, on est un peu seul là-dedans. Mais on le dit depuis les débuts de l'after, mais Guillaume, ça me gêne de comprendre. Mais tu sais quoi, il m'arrive quand même de lui parler assez régulièrement. Je n'ai jamais parlé de ça avec lui. Je vais lui poser la question. Olivier, pourquoi, en fait, tu as ce genre de truc-là à vouloir, machin Guillaume, ton point de vue là, toi, sur ce qui s'est passé avec Olivier Létang. Déjà, je comprends ce que tu veux dire, Daniel, dans le sens où tous les grands clubs le font. Par contre, je suis plutôt d'accord avec Florent dans le sens où c'est pas très classe, ça donne pas une super image du club, et puis ça sert à rien. Ça change rien sur le score, ça changera rien sur la façon d'arbitrer des matchs suivants, et puis de toute façon l'arbitre il aura pris sa sale note quand il sera évalué par l'UEFA. Non, mais j'essayais juste de comprendre que quand tu es à l'intérieur de la machine à laver, parfois tu
ça peut te monter à la tête. On a tous fait du sport. Moi, j'ai jamais connu personne jouer au foot ou pratique même un autre sport ne pas monter en température assez vite sur un fait de jeu, une décision, même au tennis, qui est le sport a priori, on va dire un peu calme. Tu peux péter une durite facile. Le foot, mais il suffit d'aller au bord des terrains. Mais là où je vous rejoins, mais à 100%. C'est quelque chose qui est peut-être très idéalisé comme propos. Mais oui, on ne devrait pas tomber dans ces choses-là. Et oui, tu as raison, ça ne change rien. Et oui, le côté, je vais envoyer un message à Séphérine, au fond de nous, quand on en parle, déjà dès ce soir, on peut trouver ça ridicule. Demain, on en rigole et on trouve ça carrément grotesque. Bon les gars, ça peut faire l'objet d'une vanne demain, tu vois. Genre il t'arrive un truc dans la rue, tu dis vas-y appelle Séphérine, tu vois, ça peut devenir un rêve, comment on ressort d'un match comme ça? Quelle est votre analyse de ce match un peu fou? Forcément la déception, une grosse désillusion même. Et puis je m'en veux parce que mes choix n'ont pas été bons ce soir. Donc c'est déjà une remise en question personnelle très importante. Et après, on prendra le temps d'analyser un peu plus froidement le match en lui-même. Voilà, je pense qu'on a fait une première mi-temps indigne d'une équipe qui se veut ambitieuse dans cette compétition. Il y a des fondamentaux, il y a des valeurs à respecter dans le football de haut niveau. On ne les a pas respectées. Il n'y a pas de hasard. On a ce qu'on mérite. Très bien, on est d'accord avec lui. C'est rare un coach qui arrive avec première phrase qui dit je me suis planté. Très bien, Genesio l'a parfaitement. Je viens de dire que dans sa rotation, effectivement, il s'est trompé alors qu'il l'avait pas fait. Et ça veut dire que les joueurs aussi, là, je peux te dire, ils prennent cher parce qu'il l'a pris sur lui, mais ça veut dire que les attitudes qu'il a vues. Il y en a qui n'ont pas répondu à ce qu'il attend. En fait, c'est de l'excellente com, ça. Parce qu'effectivement, double message. Il prend sur lui, et puis les mecs qu'il a mis. Ils prennent aussi le truc dans la face en mode j'aurais pas dû vous mettre les gars en fait. Absolument. Bien sûr. Guillaume, pas mal, non? Très 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 sceptique quand Genesio est arrivé à Lille. Je trouvais que c'était un peu du recyclage d'un truc moyen qu'on avait déjà beaucoup vu en Ligue 1. Mais j'avoue que je suis assez surpris par... ça fait 2 ans maintenant qu'il est là. Et autant sur le terrain qu'en dehors, je trouve qu'il a mûri et qu'il est plus... il a pris en assurance et je trouve qu'on l'entend pas mal dans ses propos là. Guillaume, merci. Je te remercie et puis rappelle-nous maintenant que tu connais le chemin. Merci Guillaume. T'es le bienvenu. Salut Guillaume. Pause les gars, Daniel. Pause. Ouais. Et ensuite, tu as la parole pour conclure sur Lille. On fera une évaluation avec Tanguy qui sort du stade. Et on se retrouve évidemment tout de suite pour également les autres matchs de cette soirée avec Nice, Lyon et Strasbourg au programme. RMC jusqu'à minuit et demi. L'after-foot. RMC jusqu'à minuit 30. L'after-foot. Gilbert Bribois. 23h37, Florent Gautreau, Daniel Riolo sont là jusqu'à minuit et demi. L'after analyse les résultats du soir des clubs français. On va conclure sur Lille avec Tanguy au 32-16. Salut Tanguy. Ouais, salut les gars, salut After. Salut Tanguy. Tanguy, t'étais au stade. Tout à fait. Il t'était pas chez tes parents? Non, pas encore. Okay. Le pauvre Tanguy doit entendre ça tout le temps. C'est terrible. Ouais, souvent. Dans une autre génération, il aurait entendu autre chose. T'es pas venu avec la verdure? Ouais, Tanguy la verdure. Mais ça, faut remonter beaucoup plus loin. Là. Il y a 15 ans. Moi, j'étais petit. Homme du match pour toi? Côté PAOC, à part Maïté, je connais personne. Ah si. Et à Lille, il y avait Maïté. Et côté Lille, il n'y a pas d'homme du match, mais... tu peux quand même mettre Igaman, peut-être? Forcément, le mec qui te met 2 buts, il te relance, il te fait rêver. Et qui relance le match. C'est pas l'homme du match dans le sens où il te fait pas gagner. Il fait pas gagner, mais il fait un bon match. Après, c'est sûr que dans les flops, il y a le gardien, Hauser, qui arrête un péno. Sur Hauser, j'ai un message de Kevin sur WhatsApp qui me dit non, tu l'as mis 16e, Gilbert, il est 17e, le dernier. Je cite Kevin, il dit c'est l'autre Quiche Lorraine de Fischer à Metz. Ouais, mais. Apparemment, il n'aime pas Fischer. Hauser, s'il y a des pénos, ça arrête. Mais à côté de ça, s'il n'y a pas péno, là, ce soir, c'est une cata. Mais c'est pas que ce soir. Hauser a des grosses lacunes. C'est un des points d'ailleurs qu'on avait évoqué dans l'été sur le gros turnover. Même Genesio avait un moment émis des doutes. Mais bien sûr. Mais il y a eu un jeu de chaise. Il y a eu un jeu de chaise musicale. Il y a eu un jeu de chaise musicale dans les gardiens en Ligue 1 qui a abouti à parfois des. Faut quand même voir que Brest a récupéré l'ancien de Monaco, la Majeski. Non, mais il y avait un bon coup à faire. C'était Fofana d'Angers.
Ouais. Franchement, Lille pouvait récupérer. Mais Lille joue un 8e de malheureusement, finale qui se termine au péno, il est sur le banc aux heures. Tu le fais rentrer ou pas? Il fait la même erreur. Lille fait la même erreur qu'il y a 3 ans quand Lille perd Maignan et que la succession se passe mal et qu'il y a Jardim et Gribic qui arrivent et finalement par coup de chance il y a Chevalier qui arrive un an derrière. Sauf que là il y a personne derrière et Lille a pris Hauser pour 10 millions je crois. Ce qui est très cher. Hein. Et malheureusement il y a personne derrière. 10 millions, il faudrait pas que ce soit juste un mec qui arrête des pénaux de temps en temps. Et malheureusement il n'y a pas Chevalier derrière. Et donc ce soir il y a Hauser. Il y a Ragoubert, mais on peut pas lui en vouloir parce que c'est son premier match titulaire. Le mec est jeune, on peut pas lui en vouloir. Alors Jimmy Brown nous signale qu'il y a Lissandro Olmeta qui appartient toujours à Lille et qui veut revenir en pleine bourre du Mondial U20. Et il prête à Bastia. Mais qui est pas titulaire à Bastia, donc c'est compliqué quand même. Donc pas titulaire à Bastia. Bon, écoute, titulaire mec, vous allez faire avec Hauser et c'est tout. Hein. On va faire avec Hauser. Après ce soir. Collectivement, l'équipe est mauvaise. Il y a Correa qui fait un très mauvais match. Il y a Sarawi qui confirme que pour l'instant, c'est seulement un joker et rien de plus. Ouais, mais est-ce que tu pensais, quand tu l'as vu démarrer l'année dernière, quand on l'a découvert l'année dernière, on pouvait légitimement se dire que cette année, il n'aurait pas été qu'un joker, mais il aurait pu postuler une place de titulaire dans une progression normale. Oui, parce que l'année dernière, il fait une saison de Ligue des Champions qui est plus que correcte. Donc la progression, c'était pas qu'on en parle comme d'un joker cette année, quoi. Sauf que pour l'instant, c'est un joker. Et pour l'instant, il n'arrive pas à trouver plus. Oui. Et Correa, c'est sur courant alternatif. Et ce soir, c'est mauvais. Correa, à chaque fois je le vois, il m'emballe pas des masses, quoi. Et malheureusement, Genesio fait rentrer Haraldsson, qui est le joueur des 6 de Lille. Et ce soir, il fait rentrer à la 86 ou 87e. Et c'est beaucoup trop tard. Et ce soir, le vrai flop, c'est le coaching de Genesio. Alors, il a reconnu qu'il avait été mauvais, donc c'est bien. Mais ce soir... Ouais, mais le coaching, oui, je veux bien que ce soit flop, le coaching, mais en même temps, tu vois, on joue le PAOK Salonique, quoi. Tu vois, normalement, les mecs que tu mets, ils doivent te donner plus, quoi. Toi, on peut pas tout le temps taper sur la tronche de l'entraîneur. Les joueurs ont des responsabilités aussi. T'appartiens au groupe, t'as l'opportunité de te montrer dans un match de Coupe d'Europe. Moi, j'ai plus envie de dire, les gars, ceux qui étaient là, vous avez fait quoi? Alors, il y en a un, tu l'excuses parce qu'il est trop jeune. Même la charnière, ok, c'est pas des cracks. Il y en a un qui est jeune et l'autre, bon, qui a toujours été un peu moyen. C'est le PAOK. Vous devez largement, ça doit faire charnière, ça doit fonctionner pour pas prendre 4 buts. Tu peux pas prendre 4 buts, quoi. Et Sarawi, bah oui, tu dois progresser, mon petit. L'année dernière, t'étais pas mal. À chaque fois qu'on te voyait, on était très contents. On se disait, ce gars-là, il a un truc. Et cette année, il y arrive pas. Bah non. Donc, le coaching de Genesio, j'ai pas tellement envie de tomber sur lui, quoi. Lui, il dit je me suis trompé. Ok, il peut prendre sur lui, mais il y a aussi la responsabilité des joueurs sur un match comme ça. C'est que le PAOK. C'est pas, j'ai pas fait tourner contre, je sais pas, une bonne équipe d'Europa League, quoi. Le temps passe, les gars. Il doit être à 9 points ce soir.